Bonsoir à tous. À la une de ce journal, près de 600 ménages sont plongés dans le noir à PK11, un quartier périphérique de la ville de Douala. Ils n'ont pas d'électricité depuis 3 semaines. Des actes de vandalisme perpétrés sur les câbles électriques sont à l'origine de cette situation devenue intenable pour les populations. Que se passe-t-il à l'équipe nationale de basketball dames du Cameroun? Les vice-championnes d'Afrique continuent de revendiquer des primes de 15 millions de francs CFA, mais leur fédération ne l'entend pas de cette oreille en soulignant que les joueuses ont déjà perçu d'importantes sommes d'argent. Nous vous proposons ce soir de voir plus clair dans cette affaire de primes. Et en deuxième partie du journal, nous reviendrons sur le calvaire des enseignants au Cameroun, mais avant, voici le développement des principales nouvelles. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 3 semaines plongées dans le noir, sans électricité, c'est le calvaire de près de 600 ménages résidant à PK11, un quartier périphérique de la ville de Douala. Là-bas, des élèves éprouvent désormais de sérieuses difficultés à réviser leurs leçons. Les activités économiques tournent au ralenti. Les populations sont aux abois et déplorent des actes de vandalisme perpétrés sur les câbles électriques. Reportage Innocent Abega et Albertine Bichaga. Mais on paye seulement les factures. C'est une population bien remontée que nous rencontrons à notre descente au quartier PK11, lieu dit Marie-Claire. C'est qu'ici, depuis près de 3 semaines, l'on vit sans électricité. Effectivement, depuis 3 semaines déjà, nous vivons dans l'obscurité totale. Les riverains expliquent que la coupure de courant émane de la section et du vol de plusieurs mètres de câbles du réseau électrique de cette localité. Vous voyez la ligne qui se déporte de la pharmacie PK11 jusqu'à la vallée, une distance à peu près de 800 mètres. Le courant électrique à 4 fils a été complètement disparu. La situation qui pénalise près de 600 foyers rend difficile le quotidien des habitants du bloc 6 au quartier PK11, contraints de s'en remettre à des moyens peu orthodoxes pour s'en sortir. Pour nos écoliers qui fréquentent, c'est extrêmement difficile. Pour nous qui travaillons, moi je suis un homme en tenue, j'ai de la peine à repasser ma tenue. Nous on ne peut rien, ce que nous voulons, c'est la lumière, puisque déjà aujourd'hui ça pénalise nos enfants, surtout pour cet trimestre, si ça continue comme ça. Sans compter même l'insécurité qu'il y a. Il faut dire que c'est la 3e fois que le quartier est sevré de lumière pour les mêmes raisons. Pour les riverains, ces actes de vandalisme ne peuvent avoir été perpétrés que par des personnes ayant une bonne connaissance en électricité. Nous, on ne connaît rien de la sonnelle. On ne sait pas ce qu'on peut faire avec un câble électrique ni avec le compteur. Donc, que Eneo fasse des enquêtes au niveau de l'air sous-traitant. C'est eux qui nous mettent en difficulté. Après plusieurs démarches infructueuses opérées auprès de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique, les populations de PK11 crient à l'abandon. Il faudra certainement l'intervention d'un sauveur, disent-elles, qui, espérons-le, arrivera bientôt. Vous vous souvenez certainement de cette bousculade meurtrière survenue lors du pèlerinage à la Mecque. Près d'une trentaine de Camerounais y avaient perdu la vie. La majorité des rescapés pèlerins est de retour au Cameroun. C'est un ouf de soulagement pour leurs familles venues les accueillir à l'aéroport international de Douala. Reportage, Éric Martial Ndjomo. Ce mardi matin, à l'aéroport international de Douala, les familles ont pris d'assaut le hall et l'esplanade de la place aéroportuaire pour accueillir les leurs revenus d'Arabie Saoudite. Des miraculés, selon les membres de ces familles, fiers de les retrouver en vie. Les quelques pèlerins camerounais ayant vécu la lapidation et la bousculade en ont gardé un triste souvenir. Avec tout ce qui s'est passé, Dieu merci, on est là malgré tous les incidents qui sont arrivés et qu'on a perdu certains frères. Certaines polémiques en provenance d'Arabie Saoudite attribuent la responsabilité de la bousculade ayant causé ces près de 1000 morts aux Africains et plus précisément aux pèlerins venus d'Afrique subsaharienne. Faux, retorquent les Camerounais.
Au-delà de cette bousculade qui a causé une quarantaine de morts côté camerounais, le pèlerinage 2015 constitue un motif de satisfaction pour ceux des fidèles musulmans l'ayant effectué. C'est une grande joie, pour moi. Il est à noter que c'est un événement important pour tout fidèle pouvant débourser les frais y afférents, le Hajj représentant l'un des piliers de l'islam. Précisons que d'autres contingents de pèlerins camerounais partis à la Mecque sont attendus à Douala et à Garoua dans les jours à venir. Dans le reste de l'actualité, ils ont désormais la charge des secteurs porteurs de croissance au Cameroun. Louis-Paul Motazé de retour au ministère de l'économie, Emmanuel Nganou-Doumessi, le nouveau patron des travaux publics, et Ernest Ngalé-Bibéré des enseignements secondaires. Ils ont pris l'engagement d'impulser le développement tant attendu pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'exprimait ainsi lors de la cérémonie d'installation à Yaoundé. Compte rendu, Marcelin Gansop. Le défi est grand, celui de donner une nouvelle impulsion au développement économique et ainsi améliorer les conditions de vie des populations. Le choix fait par Paul Biya de secouer les secteurs porteurs de croissance n'est donc pas un fait du hasard. Je connais peut-être la maison, mais il faut que j'essaie de voir quelles sont les choses les plus importantes maintenant à faire. Le chef du gouvernement va sûrement nous donner de nouvelles instructions. J'espère apprendre vite et commencer à donner le cap pour régler les problèmes tels que le chef de l'État a prescrit. Notamment en ce qui concerne le volet infrastructurel. On va parler des routes d'abord, parce que quand la route passe, le développement suit. Il s'agira bien évidemment de désenclaver nos grands bassins de production, production agricole, production touristique, etc. Le secteur de l'éducation est également au cœur des préoccupations. Avec l'arrivée des nouveaux hommes au ministère des enseignements secondaires, c'est l'un des plus gros budgets de l'État. Il serait prématuré de parler de priorité. Les objectifs, nous les connaissons. Nous essaierons de nous en imprégner le plus encore. Et au sortir de ce premier examen, qui devra être rapide, parce que dès demain, l'action commence, que très rapidement, nous puissions nous prolonger l'activité qui a été menée jusqu'ici par mon prédécesseur. De bonnes intentions qu'il faut maintenant traduire en réalité concrète. Pour relever le défi, il n'est plus question pour les membres du gouvernement d'aller en rang dispersé. Le secrétaire d'État et moi-même, nous allons constituer une équipe. Dès lors que nos objectifs sont les mêmes, il va falloir qu'on se soude la main dans un esprit d'équipe, dans un engagement de tous les instants pour les atteindre. La page des célébrations étant désormais tournée, l'on attend de juger les nouveaux maçons du 2 octobre 2015 au pied du mur. Parmi les membres du gouvernement, il y en a qui ont été maintenus à leur poste après ce réaménagement ministériel. C'est le cas de Grégoire Rona. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a manifesté une joie déconcertante au lendemain de son maintien dans le gouvernement. Reportage Guy Zogo. Les effusions de joie consécutives au réaménagement gouvernemental du 2 octobre dernier ne sont pas achevées. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Rona, maintenu dans ses fonctions, a ouvert les portes de son domicile pour exprimer toute sa gratitude à Paul Biya et aux siens. Je suis très content, je peux même dire que je suis heureux d'avoir été maintenu et je ne peux que remercier le Premier ministre qui a proposé mon maintien et faire tous les efforts nécessaires pour donner satisfaction au chef de l'État qui m'a renouvelé donc toute sa confiance. Plutôt bien entouré et par une forte délégation des élites de Ngom-et-Diap, son arrondissement d'origine, par les membres du groupement des femmes d'affaires du Cameroun, GFAC, par des amis très proches et les artistes dont X Maléa, il ne s'est pas privé de montrer toutes ses attentions pour ce beau monde. Il n'y a pas de doute que la confiance de Paul Biya a mis du baume au cœur de Grégoire Rona. Il s'en servira pour relever les nombreux challenges qui sont ceux de son département ministériel. Parlons à présent de l'urbanisation anarchique qui fait disparaître les espaces publics à Douala. Des usagers qui le relèvent pointent du doigt le laxisme des autorités municipales. Reportage Flavien Dongo.
À Douala, les piétons sont obligés de discuter la chaussée avec les véhicules, malgré les risques d'accident. L'occupation anarchique des trottoirs fait problème. Vous voyez les voitures qui garent, le derrière de la voiture est en route. Il n'y a pas de possibilité pour les piétons. Même les piétons, en voulant traverser, même, ou en voulant passer même tout droit sur son chemin, il peut se faire écouter, soit même par les motos ou par les voitures qui sont aussi de passage là. L'endroit des piétons déjà est occupé par des petits commerces et des véhicules. Les gens garent n'importe comment, les gens construisent des petits commerces n'importe où sur la chaussée. Le désordre observé dans la capitale économique se développe sous les yeux et la barbe des autorités municipales. À ces manquements s'ajoutent l'embouteillage et l'absence des espaces publics pour loisirs. Le lieu d'Ibazé Elf et la place du gouvernement à Douala, qui faisait la fierté du public, se meurent progressivement. Espace vert, pratiquement, il n'y en a pas. Parce qu'avant, on se divertissait un peu, peut-être à Ibazé Elf. Là, ça a été pris par cimenterie. Bon, on a vendu, bon, si on en souffle. À Bonanjo même, c'est bloqué parce que là, Bonanjo, déjà les gens qui sont du travail sont là peut-être pour prendre un peu d'air. Le Cameroun, qui célèbre sans tambour ni trompette la journée mondiale de l'habitat, parle de l'espace public pour tous, un thème qui contraste avec les réalités de la capitale économique. Non, la communauté ne fait pas son travail. Parce que si la communauté avait fait son travail, c'est que n'importe comment d'avoir des espaces pour se divertir. Ça va de soi, il n'y a pas de route. Allez à l'ancienne route à Bonabéry, vous allez voir que la circulation n'est pas évidente. Deux voitures ne peuvent pas se croiser parce que là, ça a été mal exploité. Les usagers de Douala pointent du doigt le laxisme des autorités municipales qui peinent à assumer leur part de responsabilité, sacrifiant ainsi la vie des citoyens. La nouvelle présidente du groupement des femmes d'affaires du Cameroun est enfin connue. Agnès Toubé succède à la défunte Françoise Foning. Plus de détails avec Guy Zogo. Le groupement des femmes d'affaires du Cameroun, GEFAC, continue son bonhomme de chemin après la disparition de Françoise Foning, son emblématique présidente. Désormais, pour présider à ses destinées, c'est la sénatrice Agnès Toubé qui conduit désormais la barque. Mon premier objectif, c'est pour assembler toutes les femmes d'affaires, membres et non membres, pour qu'ensemble, on crée la recherche au Cameroun et pour donner l'emploi à nos enfants. Les quelques bruits qui font état de la dissidence d'une membre appellent une mise au point de sa part. J'ai même rabaissé et tendre la main, mais Sopo m'a promis qu'il va venir donc dans la maison et je lui ai conseillé de commencer à familiariser avec les femmes qu'il a laissées derrière. À ma grande surprise, il est en train de faire le bruit à Douala. Une posture que sa vice-présidente partage entièrement, appelant à plus de sérieux de la part des membres du GEFAC. Mais je pense que c'est plus de bruit que d'autres choses. Notre consoeur, notre camarade Sopo, qui se prévaloir de titre de secrétaire général du GEFAC, c'est faux. Elle n'est pas secrétaire générale du GEFAC. Elle a été secrétaire générale du GEFAC à la création. Et ensuite, je ne sais pas, elle est portée disparue. Les enjeux sont ailleurs, notamment au Congrès mondial des femmes d'affaires qui se tient à Tunis du 21 au 30 octobre de cette année. Le mondial n'est pas un milieu qui est étrange pour moi. Et arrivé là-bas, comme il nous a fait encore gagner la Coupe mondiale des femmes chefs d'entreprise, on part à Tunisie pour prendre cette Coupe mondiale des femmes chefs d'entreprise avec l'honneur et le respect et le hommage qu'on va rendre à cette femme, toi qui nous as laissés au Cameroun. Le credo du GEFAC se veut donc sans équivoque. Il s'agit simplement d'aller toujours vers plus d'efficacité. Que se passe-t-il à l'équipe nationale de basketball dames du Cameroun? Les vice-championnes d'Afrique continuent de revendiquer une prime de 15 millions de francs CFA pour leur brillant parcours à l'Afro-Basket 2015, mais leur fédération ne l'entend pas de cette oreille. L'Africa Basket fait savoir que les joueuses boudent une prime de 2 millions de francs CFA alors qu'elles ont déjà perçu près de 4 millions. Alors pour voir clair dans cette affaire de prime, je vous propose de suivre ce reportage d'Emmanuel Job et Ike Cyril. S'il est vrai qu'un problème de prime secoue en ce moment l'équipe nationale de basketball dames du Cameroun, il est tout aussi vrai que bien malin qui pourrait dire où se trouvent les négociations entre joueuses, dirigeants de l'Africa Basket et responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique. À l'hôtel Montfébé, où la sélection a logé pendant l'Afro-Basket, pas l'ombre d'une seule joueuse ce matin. Une source avait pourtant annoncé un mouvement d'humeur ici. Mais dans le hall de l'hôtel, c'est plutôt les clients du Montfébé
qui vont et viennent. Alors qu'on en est à réfléchir, une autre source fait savoir que le mouvement d'humeur des joueuses a été déporté au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Rendu sur place, on constatera qu'il n'en est rien. La porte de la salle des conférences, hermétiquement fermée dans un premier temps, va finir par s'ouvrir pour laisser sortir les joueuses. Le temps pour la caméra d'Equinox Télévision de faire quelques images. La capitaine et ses coéquipières sont priées de rentrer dans la salle. Il leur est interdit de s'adresser à la presse. Pardon, non, on vient de dire qu'on est en train de semer le trouble, on est en train de chercher des situations. Faute d'interlocuteurs, finalement, on se contentera de se communiquer sous forme de mise au point de la Fédération camerounaise de basketball, qui fait savoir qu'à ce jour, les joueuses de la sélection nationale ont perçu chacune 4 300 000 francs CFA, représentant diverses primes de stage et de participation aux Jeux africains et à l'Afro-Basket. Pourtant, les vice-champions d'Afrique, qui revendiquent 15 millions de francs CFA chacune, continuent de bouder les 2 millions de francs CFA que leur proposent les pouvoirs publics. À présent, l'escale internationale de cette édition du 20h. Des observateurs avertis s'inquiètent des risques de nouvel embrasement au Congo-Brazzaville, où un projet de référendum de la Constitution permettant au président Denis Sassou Nguesso de se présenter pour un 3e mandat présidentiel est annoncé pour le 25 octobre prochain. Plus de précisions avec Sam Séverin Ango. Pour le président Denis Sassou Nguesso, réformer la Constitution en vue de l'élection présidentielle à venir apparaissait comme un impératif, indépendamment de la vague de contestation qu'aura entraîné l'annonce de sa nouvelle ambition présidentielle. À travers ce moyen, le chef de l'État, par un saupoudrage constitutionnel, voudrait tenter un passage en force, comme l'avaient essayé bien d'autres dirigeants avant lui sur le continent, avec des conséquences diverses. Le référendum, dont la date est fixée au 25 octobre, prévoit notamment dans ses grandes lignes de ramener de 7 à 5 ans la durée du mandat présidentiel, qui serait renouvelable 2 fois. Elle abaisserait également l'âge minimal pour être candidat de 40 à 30 ans et supprimerait l'âge maximal inscrit dans la Constitution de 2002. Selon le gouvernement congolais, le projet instituerait en outre un exécutif bicéphale qui ferait du Premier ministre le chef du gouvernement à la place du chef de l'État. En rappel, Sassou Nguesso avait dirigé le parti unique dans son pays de 1979 à 1992, revenu au pouvoir en 1997 à l'issue d'une guerre civile. Il sera réélu président en 2002, puis en 2009. Mais la Constitution actuelle lui interdit à double titre de se présenter à l'élection prévue mi-2016, qui limite le nombre de mandats à 2 seulement, tout en interdisant aux personnes âgées de plus de 70 ans de compétir. L'annonce de la date du référendum a ravivé ce mardi la colère de l'opposition congolaise, qui affirme d'ores et déjà devoir s'opposer jusqu'au bout à la réalisation de ce coup d'État constitutionnel. C'est à la fois triste et désolant pour la démocratie congolaise et africaine en général, a déclaré un représentant du Parti social-démocrate congolais ce mardi. À quelques jours de la présidentielle en Guinée-Conakry, la campagne électorale est extrêmement tendue, la communauté internationale s'inquiète, mais à la capitale, on prône plutôt le dialogue. On voit tout cela avec nos confrères de TV5 Monde. Sono, volume maximum, pagne à l'effigie de leur candidat, l'ambiance semble bon enfant. Mais si ces femmes donnent de la voix et du rythme pour Alpha Condé, les esprits sont préoccupés. En province, les meetings dérapent. Alors une priorité, que tout se passe dans le calme. Chez nous ici, il n'y a pas de violence. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et danser, mais pas insulter le camp opposé. Face à face, 2 villages de campagne. On se défie du regard, on se lance des noms d'oiseaux. Ici, les militants sont très jeunes. Abdoul Sako, lui, n'est pas un partisan, mais un médiateur. Et il a décidé de s'impliquer directement sur le terrain. Qui est le responsable ici? Responsable. Ok, vous allez bien? Ça va très bien. Avec ses collègues, ils prennent note des discours des candidats, veillent à ce que les débats ne tournent pas autour de l'ethnie, un risque réel pour ce scrutin.
la société civile doit s'engager. Surtout nous les jeunes cette fois-ci, on est engagés. Nous ne comprenons pas la démocratie comme une question d'identité. Nous ne comprenons pas la démocratie comme une question de guerre entre vous là-bas. Mais de quoi vous êtes capable pour nous? Car entre les appels au report du scrutin et l'ambition affichée du président sortant de gagner au premier tour, l'heure n'est pas à l'apaisement. Rédaction du journal satirique Le Lynx. Ici, on grime le président, on caricature les clichés des opposants. Mais en cette période de campagne, la règle est à la prudence. Les reporters font, disent-ils, du journalisme de paix. Il y a lieu pour nous, médias, de jouer un peu notre rôle, notre responsabilité, de faire appel à cette paix dont tous les Guinéens en parlent. Et malheureusement, dans certains discours, on ne voit pas cet appel. Parce que tout candidat qui aura perdu l'élection, s'il fait appel à ses militants de manifester, vous voyez les conséquences qui pourraient advenir. En 2010, les Guinéens avaient voté pour la première fois librement. Dimanche, ils devront renouveler l'expérience pour consolider leur démocratie. À présent, un public reportage avant la deuxième partie de ce journal. Les laboratoires Biopharma ont reçu la visite d'Oumou Sangaré. Cette diva malienne de la musique a fait le déplacement de Douala pour toucher du doigt les performances des usines de ce géant de la cosmétique en Afrique subsaharienne. Reportage. Ici, l'aéroport international de Douala. Dans le hall, une icône de la musique mondiale fait son entrée. Elle est accueillie par les charmantes hôtesses des laboratoires Biopharma. L'ambiance est chaude. L'artiste se dévoile. Merci. Le public présent à l'aéroport international de Douala comprend qu'il s'agit de la très célèbre Oumou Sangaré. Son atterrissage sur le sol camerounais est une joie. Très contente, très contente. Mon souffle est très coupé parce que je rate l'avion, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu merci, alhamdoulilah, je suis là. Ben, je suis cette belle jeune fille, waouh, je dis quand je suis rentré, de toute façon au Cameroun il n'y a que des belles filles. Hein. Biopharma, je suis très contente parce que moi je consomme beaucoup Biopharma, même au Mali, parce que c'est des trucs naturels, c'est des arts. Moi j'adore, franchement je suis contente, je suis émue. Les mots me manquent, je suis trop contente seulement. Sous la conduite des hôtesses des laboratoires Biopharma et la communauté malienne, Oumou Sangaré prend enfin la direction de son hôtel. La star de la musique malienne est invitée à visiter la meilleure entreprise cosmétique d'Afrique centrale. Des groupes de danse distillent la bonne ambiance des jours de fête. Elle est accueillie à la descente du véhicule par la Miss Biopharma tout d'abord, ensuite par le directeur marketing et commercial des laboratoires Biopharma. Poignée des mains à gauche et à droite et direction pour le bureau du directeur marketing et commercial de Biopharma. Petite concertation entre l'hôte de marque et le patron des lieux. Après cette légère pause, place à la visite des services et du personnel marketing et commercial. Oumou Sangaré, sous la conduite du directeur marketing et commercial, parcourt l'usine plastique saupoudrée de quelques arrêts pour comprendre le processus de fabrication des emballages pour produits. La visite achevée dans cette unité, le cortège s'ébranle ensuite à la direction générale des laboratoires Biopharma sous une légère pluie en guise de bénédiction. Oumou Sangaré est accueilli cette fois par le président directeur général des laboratoires Biopharma. Ensuite, la visite de l'usine de conditionnement des produits qui charment et qui attirent les consommateurs. L'artiste contemple sans doute avec envie les merveilles des laboratoires Biopharma. L'unité d'analyse des produits Biopharma est la dernière étape de la visite d'entreprise par la célèbre artiste Oumou Sangaré, non sans dévoiler son sentiment. Moi, je suis très contente de ce que je viens de voir. Ça me rassure. Ça nous donne, nous les femmes, parce que tout ce que nous les femmes on fait, on veut être juste belles devant nos hommes. Et on a nos frères maintenant qui se soucient, Biopharma se soucie de la beauté féminine, de la qualité. J'ai tout vu, franchement la qualité elle est extraordinaire, même pour nous les Sahéliens. Parce que chez nous, c'est 40 degrés, à partir de 40 degrés, 44 degrés. Et on a vu les produits.
ça tient jusqu'à 44 degrés. Donc ça nous a rassurés. Franchement, le mot nous manque. On dit juste merci aux créateurs de Biopharma de pouvoir penser à nous les femmes africaines. Moi, je pensais que Rapide Clair était un produit de Suisse, tellement que ça a eu de succès. Comme je suis en Europe tout le temps, moi je ne savais pas où on le fabriquait du tout. Et j'ai une amie qui ne jure que Rapide Clair. Si elle change sa pommade, elle a tout de suite un problème. La Miss Biopharma, qui accompagnait la star de la musique, pense que c'est un honneur d'accueillir une sommité comme Oumou Sangaré. Aujourd'hui, nous avons reçu Oumou Sangaré, une artiste malienne qui est vraiment une icône de la musique dans l'Afrique, et elle était vraiment très intéressée par tout ce qu'on lui a présenté. Elle était vraiment heureuse de la visite. Ça lui a fait très plaisir, et je pense que si elle revient au Cameroun, elle refera un tour ici au laboratoire Biopharma. Biopharma se veut donc une entreprise à vocation internationale, et le directeur marketing et commercial de l'entreprise l'a vite compris. Biopharma est une entreprise à vocation internationale, et comme tout le monde le sait, ces dernières années, notre développement s'est beaucoup plus géré à l'international. Et ça, c'est le fruit du travail que nous avons engagé. Et actuellement, sur l'Afrique de l'Ouest, nous avons un positionnement des plus enviables. C'est la raison pour laquelle, en marge de la communication globale que nous faisons, nous avons des actions spécifiques. Pour Biopharma, la nouvelle conquête est l'Afrique de l'Ouest. Et la réussite de ce pacte passe par la création des ambassadeurs, à travers un boulevard jalonné de repères positifs. Oumou Sangaré, pour nous, c'est la référence. Et par rapport à nos dizaines de millions de consommateurs de l'Afrique de l'Ouest, nous avons tenu à ce qu'elles viennent nous rendre visite pour pouvoir faire office d'ambassadrice et pouvoir leur témoigner de notre engagement et de notre détermination à pouvoir magnifier la beauté de la femme africaine. Et pour y parvenir, tout le personnel des laboratoires Biopharma a pris l'engagement d'accompagner le promoteur dans son élan. Car à Biopharma, c'est la beauté et la santé. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal consacrée au diagnostic des conditions de vie et de travail des enseignants au Cameroun. Je reçois en deuxième partie de ce journal Luc Iomok. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes président départemental du syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun. Alors plusieurs centrales syndicales ont saisi l'occasion de la Journée mondiale des enseignants pour adresser un mémorandum au gouvernement sur les conditions de vie et de travail des enseignants au Cameroun. Alors quel est le diagnostic de ces conditions de travail des enseignants au Cameroun? D'emblée, je voudrais dire Cédric que quand on chante l'hymne au Cameroun, je voudrais dire que c'est chacun qui sait ce qu'il chante. Parce que quand on doit dire que le Cameroun est le berceau de nos ancêtres, c'est-à-dire de nous tous, quand on doit dire qu'il fait notre bonheur, dans le refrain on dit « il fait notre honneur », il est notre véritable patrie, je dis que quelque part, soit on sait de quoi on parle, soit alors on récite des propos comme ça qu'on nous fait réciter pour le plaisir du décor. C'est pour dire qu'en général, l'enseignement au Cameroun souffre. Il souffre véritablement d'une absence, d'une indifférence complète aux autorités déjà. Parce que les autorités semblent ne pas s'intéresser trop à ce pan, malgré le budget qui, d'emblée, laisse croire que c'est un secteur qui est pris au sérieux. Alors justement, quelles sont les difficultés que les enseignants rencontrent au quotidien dans le cadre de leur travail? Il y a déjà les conditions de travail. Elles ne sont pas partout les plus acceptables. Les effectifs en classe sont pléthoriques. Vous avez 150 élèves dans une salle de classe. Vous avez un bonhomme enseignant malgré toutes ses volontés. Vous pouvez imaginer ce qu'il peut faire pour transmettre les connaissances à ces gens-là, à ces enfants qui ne sont venus que pour grandir, pour être élevés comme cela se doit. Il y a donc des mauvaises conditions de travail. Il y a même l'environnement ambiant qui défie les règles d'hygiène. C'est-à-dire,
que l'enseignant aujourd'hui qui parle de propreté à l'enfant, qui parle de balayage, qui parle de l'environnement propre, immédiatement en dehors de sa salle de classe, il est dans une insalubrité indescriptible. Ce qui rend du coup difficile. Le message n'est pas accepté a priori, ne passe pas parce qu'il y a à côté une situation qui ne favorise pas la transmission, l'acquisition des connaissances. On parlera au niveau des traitements salariales, s'il faut en parler, s'il faut dire ça ainsi. Il y a au niveau du public, par exemple, dernièrement, on a remercié l'avènement de la palme académique. Mais je voudrais dire qu'au-delà de cet aspect, de cette reconnaissance que j'ose qualifier de petite, il y a l'essentiel pour nous, s'il fallait hiérarchiser, en gratitude, en expression de gratitude vis-à-vis de ces gens-là qui travaillent dans ce secteur, il fallait commencer déjà par essayer de s'approcher le manque à gagner depuis 1993. Vous savez qu'à cette année-là, la baisse drastique a entraîné plus de 70% de pertes dans leurs avoirs. Il fallait au moins commencer donc par ce qu'ils ont appelé les réchellements indiciaires. Ça donne un peu plus de... Mais il y a quand même le président de la République qui a procédé au réajustement du salaire des fonctionnaires il y a quelque temps. Est-ce que cette mesure aussi, les enseignants n'en ont pas bénéficié, notamment ceux qui sont dans la fonction publique? À défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Mais il faut dire qu'à comparer avec ce qui a été perdu, ce n'était absolument rien. Au regard du coût de la vie même, c'était absolument rien. C'était une petite bande collante sur une grande plaie. Donc c'était insignifiant, pour dire ainsi. On devrait donc commencer par le réchauffement de l'indiciaire. On devrait tenir compte, par exemple, de profil de carrière. Le profil de carrière aussi. Quel est le problème justement que pose ce profil de carrière? On entend beaucoup d'enseignants se plaindre de ce sujet-là. Mais il se trouve que on ne sait pas exactement qui doit être promu au rang de surveillant général, censeur ou proviseur. Puisqu'aujourd'hui, on retrouve des jeunes qui ont à peine tenu la craie, qui se retrouvent au rang de censeur, qui se retrouvent au rang de surveillant général, au rang de proviseur. Ce qui n'est donc pas un facteur motivant. On pourrait donc dire que l'école au Cameroun en général ne promeut pas l'émulation. Il entraîne plutôt, il entraîne dans des logiques qui poussent assez au découragement. Parce qu'un enseignant qui a déjà fait 15, 20, 25, 30 ans, qui tourne toujours dans les salles de classe et voit son enfant, son élève, à peine venu, et devient son patron, déjà on crée un certain désordre dans le travail. Parce que vous conviendrez avec moi. Vous pouvez imaginer, on vous présente devant votre professeur, votre ancien professeur, pour lui dire quoi que ce soit. Il y a quelque part, par respect de sa personne, vous serez limité quant à ce que vous devez lui dire, quand bien même il ferait des erreurs dans ce qu'il a à faire. Donc, ce profil de carrière est important pour promouvoir l'émulation, pour permettre la compétence, pour que la compétence soit reconnue. Alors, il y a d'autres dispositions de l'application intégrale du statut des enseignants qui ne sont pas respectées jusqu'ici. Quelles sont-elles? Il y a par exemple, nous avons parlé de l'échelonnement indiciaire, nous avons parlé de profil de carrière. Il y a, c'est tout un ensemble de textes, un ensemble. Je voudrais dire que ce qu'on a déjà fait, d'ailleurs, la seule chose qu'on a fait, c'est la palme académique, parce que pour le reste, rien n'est encore fait. C'est tout un ensemble de documents signés depuis 2000, qui n'est pas appliqué jusqu'à ce jour. Et ça fait problème. Ça fait problème aujourd'hui pour les enseignants qui ont de la peine à joindre debout. On comprend donc pourquoi beaucoup sont dans les examens privés pour donner... Alors, si on parlait maintenant de ce problème de contractualisation des maîtres, des parents, qui avait suscité une vague de contestation dans plusieurs régions du Cameroun, est-ce que les différentes irrégularités qui avaient été relevées il y a quelques mois ont été corrigées par le gouvernement? Est-ce qu'on peut faire le point sur cette contractualisation des parents? Cela ne semble pas être le souci des autorités actuellement. Vous savez, nous sommes dans une situation où
le maître à penser ou l'autorité estime que ces ordres, ces décisions sont des décisions divines, qui ne méritent aucune discussion, aucune consultation, c'est-à-dire dès que c'est pris, c'est pris. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte déjà des âges de sortie des uns et des autres. Vous pouvez sortir de l'école il y a cela 10 ans, mais on prend celui qui sort aujourd'hui. Justement, ces problèmes avaient été posés. Oui. Où en est-on maintenant? Est-ce que les négociations ont avancé? Est-ce que ceux qui s'étaient plaints à cette époque ont pu trouver réponse, solution? À notre connaissance, les choses n'avancent pas beaucoup. Comme je vous ai dit, la volonté ou les idées ou les décisions des patrons, des gouvernants sont les idées divines qui ne sont pas beaucoup discutables. Dès qu'ils pensent, surtout que tout cela est emballé dans dans quoi nous nous noyons tous, la corruption au Cameroun et le parrainage. Ça fait qu'il faut avoir quelqu'un quelque part pour que ton dossier puisse circuler dans de bonnes conditions. Mais je ne voudrais pas trop m'attarder sur l'aspect public parce que je suis avant tout un porte-parole des enseignants au niveau du privé. Justement, on observe qu'il y a une ruée des enseignants vers la fonction publique. Pourtant, lorsqu'on observe la carte scolaire des principales villes du Cameroun, les établissements privés scolaires occupent une place importante dans le secteur de l'éducation. Quelles sont les réalités que vous rencontrez dans les établissements scolaires privés? Les réalités sont plus que celles évoquées dans le public. Parce qu'ici, une fois de plus, l'État a laissé faire. Il a livré un pan de la population à la merci des rapaces, des hommes d'affaires d'une autre espèce qui se sont rués sur leur proie. Je veux dire, ceux qui osent aller demander le service de ce côté-là. Les textes même en vigueur, c'est-à-dire la loi 92, je veux dire le Code du travail en vigueur, ça ne leur dit absolument rien. Dans ce secteur-là, les salaires n'évoluent pas. Dans ce secteur-là... Quelques exemples pour qu'on puisse mieux comprendre la situation qui prévaut? C'est-à-dire dans l'enseignement primaire, par exemple, nous avons des salaires de l'ordre de 30 000 francs, 25 000 francs le mois. Et généralement, par exemple, dans le laïc, ces salaires s'arrêtent parfois en avril pour recommencer, pour attendre l'autre salaire en fin septembre. Donc, pour ne parler que ce cas de laïc, où c'est criard. Au niveau des collèges, on paye facilement un enseignant à 600 francs l'heure. Les plus chanceux peuvent atteindre 1000 francs l'heure. Devant cette situation, le syndicat privé a quand même initié depuis 1998 une convention collective qui avait pour nature à donner quand même une base de réflexion, une base de travail aux patrons, à partir de laquelle on devait payer ses enseignants. Mais il se trouve que cette convention, depuis le 14 octobre 2014, est bloquée au niveau du ministère du Travail. Et il y a de quoi comprendre la jubilation du ministre du Travail aujourd'hui qui, parfois, nous pouvons dire qu'il passe outre les recommandations même de son patron. Merci Luc Iomok, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Merci.